J'ai une question pour vous. C'est un appel un peu à des témoignages où, en fait, j'aimerais soit vous lire en direct ou même potentiellement, là, si vous écoutez la vidéo en rediffusion, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre expérience en lien avec l'annonce. L'annonce, c'est peut-être un grand mot, mais la première fois que vous avez discuté avec votre professionnel de la santé, donc votre médecin de famille, que vous désiriez perdre du poids, que c'était quelque chose là, qui vous tracassait, excusez, j'ai une petite bouche. Donc, la première fois que vous avez dit à votre médecin, ben moi, je veux perdre du poids. Quelle a été la réaction? Donc, en premier temps, la réaction, mais aussi concrètement, qu'est-ce qui vous a été proposé? Bonjour Lou! Qu'est-ce qui vous a été proposé pour vous aider dans votre démarche? Donc, au-delà de « Ah, bon, d'accord, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose dans le contexte? » Mais concrètement, qu'est-ce que le médecin a fait pour vous aider dans votre démarche? Je vais vous mettre un petit peu en contexte là, pour cette question-là. Je fais partie, comme plusieurs autres, d'un comité consultatif, d'un comité de discussion organisé par ce qui s'appelle actuellement la Coalition Poids au Québec. Priscilla qui nous partage, le problème était plus avec le psychiatre. Elle m'a dit « Va courir, ça va passer ». Bon, clairement, donc tout ce qui est grossophobie médicale, au pelail, il y a un gros problème, mais vraiment, là, je veux le plus idéalement de commentaires possibles sur le sujet parce que justement dans le comité consultatif dont je vous parle, où est-ce que ce matin là, justement c'était la deuxième séance, c'était un 3 heures avec plein d'intervenants. On était 45 ce matin là. Où est-ce qu'on vient chacun avec notre bagage. Donc oui, il y a des professionnels de la santé donc en nutrition, il y a des psychologues, il y a des médecins aussi en pédiatrie, donc Dr Julie Saint-Pierre, entre autres, là, avec la clinique 180 à Sainte-Justine. Il y a aussi des représentants là, du ministère de la Santé, le groupe Équilibre. Il y a vraiment, justement, un panel et évidemment des individus, donc des personnes grosses qui participent à l'échange. J'utilise le terme personne grosse parce que c'est de cette façon-là qu'elle demande à être identifiée dans le cadre là, des échanges. Et au fond, on est appelé à discuter sur notre point de vue, qu'est-ce qui pourrait aider à faire avancer les messages populationnels. Donc, les messages qu'on envoie à la population dans le cadre justement du mieux-être, d'être bien. Et ce matin, j'ai été, bon, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, puis même celles que j'ai l'honneur, le privilège d'accompagner, quand je suis avec mon chapeau d'intervenante, j'essaie de quand même être relativement stable émotionnellement. Mais je suis quelqu'un d'assez intense et, disons-le, pas mal passionné. Lors d'une discussion, il a été question que une des participantes mentionnait qu'une fois qu'on nomme, par exemple, donc une personne qui souffre de son obésité, là, qui présente un surplus de poids diagnostiqué par l'IMC, avec toutes les limites de l'IMC, mais qui annonce à son médecin « Docteur, je veux perdre du poids », non seulement c'est acclamé, donc le médecin va souvent féliciter, mais que le trajet par la suite est facile. Là, nuance importante, pas que la perte de poids est facile, c'est pas ce que la personne disait du tout, mais que l'accès, au fond, que c'était facile ensuite parce qu'au fond, toute la société, tout le corps médical était d'accord avec le fait, bien, perdre du poids, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on encourage. Et la personne est allée, puis je reprends l'exemple parce que justement, j'essaie le plus possible de ne pas dénaturer son propos. C'est sûr que dans la communication, il y a mille et une façons de ne pas se comprendre aussi, mais j'essaie de ne pas dénaturer le propos, comme quoi est allé avec l'exemple que quelqu'un qui veut avoir accès à une chirurgie bariatrique, ben c'est plus facile que d'avoir une évaluation pour l'apnée du sommeil. Donc, c'est vraiment bing bang, je veux perdre du poids, ben voici le service.
moi, dans ma perception, parce que je dis pas que j'ai raison, là, en même temps, moi, je travaille justement avec vous, avec une clientèle très spécifique, très précise, donc c'est sûr que j'ai des biais aussi. Moi, j'avais plutôt une vision inverse, c'est-à-dire que beaucoup de corps médical, beaucoup de messages de santé publique encouragent la perte de poids. Puis là, justement, on veut changer de paradigme, de parler plus de modifier les habitudes de vie au-delà de la perte de poids, mais que présentement, quelqu'un qui arrive et qui dit « ben moi, je veux perdre du poids, docteur », mon impression, puis c'est là justement que je veux que vous me partagez ce que vous avez vécu, mon impression, c'est que le médecin souvent va être peut-être d'accord, il va vous dire « bon, ben, go, on y va », que certaines personnes vont peut-être avoir une référence pour voir une nutritionniste, pas tous, mais concrètement, même avec mon papier de nutritionniste, là, parce que c'est bien beau sortir du docteur avec la prescription, mais après ça, qu'est-ce que je fais avec mon papier? Donc là, j'appelle mon CLSC, c'est peut-être que dans la clinique où je vois mon médecin, il y a peut-être une nutritionniste, mais qu'une fois que je dépose ma demande au CLSC, bien, des fois, il n'y a carrément pas de programme. On va se faire répondre que, on ne voit pas de tout ça, cette clientèle-là ici. Donc, bon, fin de la discussion. Ou que s'il y a accès à une nutritionniste, bien, ça va souvent prendre des semaines, assurément, des mois, et que le nombre de rencontres est souvent limité 3 à 6 rencontres. Donc, moi, dans ma tête, en tout cas, l'accès à des services, à un accompagnement professionnel est hautement limité à l'heure actuelle. Donc, bon, oui, moi, je suis en clinique privée. Donc, à moins de justement dire, bon, ben j'ai ma référence en nutrition, puis référence par référence, nous, on prend n'importe qui là, à la clinique, juste pour être clair, ben n'importe qui à condition qu'on soit capable, là, en fonction de la raison de consultation. Mais lorsqu'il est question de saine gestion du poids, d'aborder la question du poids, ben clairement, on peut vous accompagner. Ça, c'est un motif de consultation là, qu'on accepte à la clinique. Mais à ce moment-là, on parle de clinique privée. Il faut donc soit avoir les moyens financiers, parce que oui, en effet, on débourse en clinique privée, ou d'avoir une couverture d'assurance suffisamment importante bien, pour avoir un réel accompagnement. Et là, je ne veux pas discréditer du tout mes collègues qui font bien souvent un excellent travail dans le réseau public, là, dans les GMF, dans les CLSC, mais je trouve que l'offre de service est limitée. Puis, c'est mon opinion, basée sur ce que je connais. En même temps, je n'ai pas travaillé dans tous les CLSC du Québec, je n'ai pas travaillé en GMF, mais dans ma tête, 3 à 6 rencontres. J'ai quand même travaillé en CLSC à Montréal, mais bon, ce n'est pas nécessairement représentatif. Pour moi, 3 à 6 rencontres quand on souffre de son obésité. Parce qu'encore là, c'est pas tout le monde qui a à perdre du poids, mais quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je souffre de mon obésité, je veux perdre du poids, je veux faire des changements, ben, sans vouloir être plate, 3 à 6 rencontres, c'est juste pas assez. Parce qu'il y a tellement de choses à couvrir. Puis là, ben, j'ai parlé du volet nutrition, hein. Bon, mais changer ses habitudes de vie, c'est aussi peut-être un kinésiologue, un spécialiste de l'activité physique qui va aller au-delà de dire, Priscilla qui nous disait au début que le médecin il a dit « va courir ». Bon point, doc, mais c'est pas toujours possible physiologiquement. Il peut y avoir des limitations physiques selon le poids qu'on a. Et même à ça, on sait très bien que juste augmenter, d'introduire la course occasionnelle, ce n'est pas ça qui fait perdre du poids. Hein? Ça, c'est un très beau mythe au niveau des habitudes de vie. Donc, c'est bon pour la santé. Mais est-ce que ça va contribuer à perdre du poids? Puis là, écoutez, je demandais de l'aide à mon médecin à l'âge de 26 ans, Daniel, qui partage, malheureusement, il est encouragé à suivre le guide canadien. Ben oui, tu sais, déjà là, Daniel, là, malheureusement, je ne suis pas capable de tout lire en même temps, mais déjà là, on parle aussi d'une incompréhension de certains professionnels de la santé, parce que le guide alimentaire canadien n'est pas fait pour perdre du poids, là. C'est pas fait pour perdre du poids. C'est un outil populationnel, donc généraliste, et qui donc est intéressant d'un point de vue global,
mais qui ne devrait pas être utilisé après ça chez un individu. Ça se doit d'être personnalisé. Puis moi, honnêtement, en tout cas, j'en ai même pas de copie avec moi du guide alimentaire canadien parce que c'est pour ça que j'utilise. Je ne l'ai jamais utilisé. Ah non, c'est pas vrai. Je l'ai utilisé une fois dans mon premier stage de nutritionniste en première année d'université. Puis je me suis promis que c'était la dernière fois parce que je n'aimais pas utiliser cet outil-là. Oui, puis Lou qui se permet de commenter, et oh mon Dieu, merci de le dire, que le guide alimentaire canadien ne traite pas la tête. Donc, la relation à la nourriture, la relation au corps, ce n'est pas juste, justement, bien manger et bien bouger pour les personnes obèses. Non, non, non! Bien manger, bien bouger, c'est bon pour tout le monde. Point à la ligne. C'est bon pour toutes les personnes, peu importe le poids. Mais au-delà de ça, la relation à la nourriture, il faut l'adresser. Et donc, tantôt, je parlais, oui, d'un nutritionniste, oui, d'un kinésiologue, mais bien souvent, potentiellement, d'un psychologue, peut-être même psychiatre, tout dépendant les besoins, parce qu'encore là, il y a encore beaucoup de stigmatisation autour de la santé mentale, qu'en réalité, plutôt que d'aborder ces sujets-là sans tabou, bien, plus on garde ça underground, on n'ose pas en parler. Mais oui, des fois, on va avoir besoin d'un psychiatre, pas parce qu'on est complètement fou, non, bien parce que des fois, il peut y avoir des traumatismes importants qui ont été soit déclencheurs, ou qui sont encore présents face à notre relation à la nourriture. Donc, de bien s'entourer. Puis pour moi, si je reviens à ma question initiale, parce qu'encore là, j'ai dévié de ma question initiale qui était quelle a été la réaction et quel support avez-vous reçu suite à la première annonce quand vous avez dit à votre médecin, bien, je suis d'accord, je pense que perdre du poids, c'est ce que je veux. Par quoi on commence? Puis là, même, je vais même rajouter une deuxième, troisième couche à mon questionnement. Ça va être long, hein, comme vidéo, partie comme c'est là. La seule chose, c'est qu'à tout moment, ma petite personne, mon petit bonhomme, pourrait se réveiller de sa sieste. Donc, ça se peut qu'encore une fois, comme un des vidéos live, il y ait une petite personne qui se joigne à moi. Quand vous avez... Est-ce que c'est vous ou votre médecin qui a abordé la chirurgie bariatrique? Est-ce que c'est vous qui avez dit, bien, docteur, je pense que ça serait peut-être un support dont j'ai besoin, ou c'est le médecin qui vous en a parlé? Et est-ce que vous avez du support entre-temps? Parce qu'encore là, tantôt, je faisais ma prescription de nutritionniste, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais avec? Mais prescription, demande de chirurgie bariatrique, entre le moment où ça se décide avec le médecin de famille et le fameux appel final, là, qu'est-ce qui vous a été offert pour vous préparer? Puis je reviens à la mise en contexte que j'ai fait un peu plus tôt. La personne avec qui je discutais, en fait pas je discutais, on discutait en groupe, c'est juste que moi, ça m'anime, ces discussions-là. Là. Bergie, Geneviève, qui était dans la pièce à côté, là, m'a senti, moi, je me mets à trembler de l'intérieur. Là. Bref, ça vient me chercher. Là, oui, je fais de la belle anxiété. Là. Genre, on va le nommer les choses. Là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui vient me... Que je tiens à cœur, justement, la défense des droits. Mon Dieu, c'est peut-être un peu intense dit comme ça, là, mais l'accès à des soins, à du support qui est à la hauteur de ce que la personne mérite. Puis ça, j'ai l'impression que c'est pas encore reconnu, justement. C'est bien beau faire un papier, mais si le support n'est pas au rendez-vous, c'est parce que c'est pas en disant, bon, ben docteur, je vais perdre du poids, puis en se rendant à la pharmacie, puis en allant acheter des coupes-fins, comme ça s'appelait à l'époque, des brûleurs de graisse et toute autre belle pilule, les gamiques. Puis là, je me retiens vraiment fort pour pas nommer des aspects très populaires présentement. Oh, je le dirai pas, mais il y a quand même une grande visibilité de certaines, en tout cas de l'industrie amaigrissante, assurément, et de certains acteurs en perte de poids qui n'utilisent pas les données probantes, n'utilisent pas des approches nécessairement bienveillantes non plus, qui mettent l'accent uniquement sur la perte pondérale, le chiffre qui descend sur la balance, sans prendre en contexte tout l'aspect psychologique et les dommages potentiels au psychologique si les changements ne sont pas faits. Puis je parlais de changement d'habitude de vie aussi et d'améliorer nos habitudes de vie, peu importe notre poids. Donc, s'il n'y a pas justement un réel accompagnement autre que de dire ça serait le fun que vous ayez voir une nutritionniste,
mais qu'il n'y a pas de nutritionniste disponible dans votre secteur, ben qu'est-ce que la plupart des personnes qui souhaitent perdre du poids font? Ben, se tournent vers, justement, l'industrie très lucrative de l'amaigrissement, de la perte de poids, vont commander toutes sortes de cochonneries sur les Internet, que ça va venir d'un peu partout, hein? Puis maintenant, peut-être que la frontière Canada-États-Unis est bloquée pour voyager, mais les petits paquets, ça rentre d'un peu partout. La législation n'est pas pareille au Canada versus aux États-Unis. Quand j'ai, petite anecdote, tant qu'à être partie, quand j'ai débuté ma carrière de nutritionniste, à l'époque, je travaillais pour une chaîne de gym bien connue au Québec. Puis, à l'époque, il y avait un brûleur de graisse super populaire. Là, il y avait beaucoup de publicité sur ce sujet, pas par le gym en tant que tel, mais c'était reconnu que plusieurs personnes l'utilisaient et que c'est resté sur les tablettes longtemps. Mais on savait très bien qu'il y avait des premiers cas de liver toxicity, donc au fond des dommages hépatiques sévères, des cas qui augmentaient aux États-Unis et c'était encore disponible au Canada. Mais est-ce que le poids diminuait sur la balance? Mais certainement, parce que ça, c'est objectif. On voit objectif comme étant, on le voit là, concrètement, là, le chiffre diminue. Mais quand il est question de santé, ben, la perte de poids à tout prix, c'est dangereux. Donc, comment on atteint la perte de poids? Ça peut devenir dangereux selon l'approche qui est choisie. Et tant qu'à partir sur des grands concepts, ben, qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la santé? Oui, il y a des définitions, puis s'il vous plaît, n'allez pas ouvrir le Larousse. Qui ouvre encore le Larousse de nos jours? Putain de monde, hein? Mais surtout, allez pas sur Wikipédia, au moins, là, essayez d'élargir. Mais qu'est-ce que c'est la santé? Bien, on pourrait demander à 100 personnes, puis on n'aura jamais exactement la même définition. Parce que qui dit santé, on incorpore une composante de valeur. Est-ce que c'est uniquement... Puis là, j'ai clairement perdu le fil au niveau des commentaires. Continuez, je vais aller les lire, puis je vais m'abreuvoir de vos commentaires, mais j'ai perdu le fil. La santé, donc, est-ce que c'est uniquement l'absence de maladie? Est-ce que c'est l'absence de symptômes de maladie? En ce sens que, absence de symptômes, je peux être diabétique et absolument avoir aucun symptôme. À part quand je me pique le bout du doigt ou que le médecin me fait faire ma prise de sang. Sinon, au quotidien, j'en ai vu combien de personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques avant qu'il y ait justement un prélèvement sanguin. Donc, est-ce que la personne était en santé 10 minutes avant le diagnostic? Non, mais elle ne savait pas, donc elle n'avait pas d'inconfort, elle n'était pas incommodée par le diagnostic. Puis là, j'ai pris le diabète, mais l'hypertension, oh, pelay, là, c'est extrêmement commun. D'ailleurs, l'hypertension, on l'appelle bien souvent aussi le tueur silencieux, parce qu'avant un premier événement cardiaque, il y a énormément de la population qui, malheureusement, ne le savent même pas qu'ils en souffrent. Je pourrais élargir ça beaucoup plus large pour reprendre tantôt l'exemple de justement de l'autre participante dans la rencontre, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est encore sous-diagnostiquée, c'est certain, puis c'est pas pour rien que plusieurs d'entre vous, potentiellement, lorsque vous avez fait ou que vous ferez vos tests préopératoires en vue de votre chirurgie bariatrique, eh bien, des fois, c'est à ce moment-là que le diagnostic tombe, que je n'étais même pas au courant, ça vient de tomber. Mais avant, tomber comme étant justement, on fait le test, puis là, les résultats sont analysés, boum, je fais de l'apnée. Mais il y a 20 minutes, vous n'étiez pas au courant. Est-ce que vous êtes plus malade 20 minutes plus tard parce qu'on vous a donné un diagnostic? Donc, c'est pour ça que je dis que santé, c'est extrêmement vague. Puis moi, j'arrête pas, Stéphanie, ma très chère collègue, je pense qu'elle va finir par me mettre un bas dans la bouche affectueusement, parce que j'arrête pas de revenir sur les 3 composantes pour moi de la santé, donc la santé physique dont on parle beaucoup et on n'a pas toujours bien parlé de la santé physique. Moi, des campagnes de peur sur la gestion du poids, puis comment si on souffre d'obésité, on va tous crever. Parce que des fois, les termes aussi utilisés, mais il y a la santé physique, la santé mentale. On en parle de plus en plus, mais il y a encore un aspect tabou. Hein? Il n'y a pas si longtemps, parler de dépression, c'était
on ne pouvait même pas oser mentionner avoir fait une dépression parce que là, tout de suite, là, on était faible. Tous les stigmates, tous les mots dégradants. Il y avait beaucoup de jugements autour de la santé mentale. Mais même quand il est question de diagnostic psychiatrique encore, là, c'est encore... Ouf, hey, non, moi, je ne suis pas ça, le TPL, trouble de personnalité limite. Trouble anxieux généralisé, bipolaire. Comme si, justement, c'était une étiquette qui faisait en sorte qu'on peut pas s'en sortir et que c'était une finalité, qu'en réalité, on peut simplement se moduler, ajuster. Donc, il y a des différentes interventions qu'on peut faire autour pour être bien. Donc, santé physique, santé mentale et ma préférée, que je trouve qu'on ne parle pas assez, ma fameuse santé fonctionnelle. Ce qui fait en sorte que la santé fonctionnelle, c'est ce que personne n'évalue, mais c'est ce qui nous nuit au quotidien. Et je vais reprendre un exemple, là, comme ça, au hasard. Tu ne sauras pas du tout que c'est de toi que je parle, ma chère. On en riait récemment. La santé fonctionnelle, c'est de ne pas savoir si on rentre dans un manège à la ronde. Puis que ça devienne tellement anxiogène que ça va aller toucher ma santé mentale. Donc, de ne pas savoir, est-ce que physiologiquement, en fonction de mon poids et de ma morphologie, est-ce que je suis capable de faire une activité que j'ai le goût de faire? Et que des fois, la réponse, c'est oui. Mais des fois, des fois, la réponse, c'est non aussi. Donc, la santé fonctionnelle, c'est de ne pas être capable de faire des activités, même si je n'ai pas de diagnostic de diabète, d'hypertension, d'apnée du sommeil. Évidemment, ça pourrait être beaucoup plus large que ça. Je n'ai pas ces diagnostics-là. Habituellement, ma santé mentale va bien, en ce sens que je n'ai pas de diagnostic. Je me sens bien dans mon quotidien, mais au polaire, quand vient un épisode comme et j'aimerais ça voyager, mais tu sais, tout le monde parle de déconfinement quand on va pouvoir recommencer à voyager, mais moi, tout ce que je pense, c'est Tadine, est-ce que justement je vais devoir demander une rallonge dans l'avion pour boucler ma ceinture, ou est-ce que ça va faire, mais juste correct, ou juste le regard de l'hôtesse de l'air pour savoir comment est-ce qu'elle doit me le proposer, pas me le proposer, puis je vais être serrée, là, je vais avoir les accotoirs tout le long, puis je ne serai pas confortable. Donc, la santé fonctionnelle, c'est tous ces petits à côté-là, en mettre ses bas, attacher ses souliers, se croiser les jambes. Bon, se croiser les jambes d'un point de vue, d'ailleurs, j'en profite pour décroiser mes jambes. Hein, d'un point de vue posture, ce n'est pas idéal, mais c'est quand on sort. Hein, c'est pas pour rien là, qu'on le voit là, sur les réseaux sociaux. Seul vous pouvez comprendre. Puis là, il y a une photo, hein, les jambes croisées, parce qu'avant, c'était pas possible, ou on s'en rendait pas nécessairement compte que c'était pas possible, mais que là, on retrouve cette capacité fonctionnelle-là. Bref, ma question initiale, je reviens à la question initiale pour ceux qui seraient en train de se joindre à ce Facebook en direct. Et c'est que j'aimerais savoir votre point de vue sur l'accessibilité aux services lorsqu'on veut perdre du poids. Donc, en tant qu'individu, je vais voir mon médecin, je lui dis « Bonjour Jessica, hey, celui-là, je l'ai vu ce commentaire-là. Hein? Je l'ai dit, il y en a plein que j'ai manqué. Puis je vais y revenir, je vais aller vous répondre là, dans, si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Mais quelle a été votre expérience lorsque vous avez voulu aborder le « j'ai besoin d'aide, je veux perdre du poids », comment votre médecin a réagi, qu'est-ce qu'il a mis en place pour vous aider? Et en deuxième temps aussi, quand il a été question de chirurgie bariatrique, qu'est-ce qui vous a été offert entre le moment où vous en avez discuté ensemble, les deux, donc votre médecin, vous avez dit, voici, je me suis croisée les jambes, voici la voie, voici l'outil qu'on va utiliser pour la perte de poids, pour le maintien de la perte de poids. Quelle aide vous avez reçue à partir de ce moment-là? Parce que moi, je reviens sur, j'ai encore l'impression qu'on parle beaucoup, trop de poids. Hein? Toutes les blagues grossophobes comme étant justement gagner du poids pendant la pandémie, c'est pire que n'importe quoi. Hey, ça a-tu du bon sens? Puis là, c'est des belles grosses jokes, des blagues de ma tante sur la distanciation du pantalon parce que c'est la pire chose au monde, après tout, gagner du poids. Il y a pire que ça dans la vie, je vous le dis. Mais est-ce qu'au-delà de la grossophobie, au-delà de dire qu'il ne faut pas justement aller dans la stigmatisation puis dans le jugement,
est-ce que le support est réellement là pour quelqu'un qui veut modifier ses habitudes de vie, qui veut perdre du poids et qui en ressent le besoin? Et je trouve que c'est la partie vraiment importante là-dedans, c'est l'individu qui souhaite du poids, qui souhaite perdre du poids, et non pas qui se fait dire de perdre de poids, parce que pour moi, c'est deux choses très différentes. En tant qu'être humain, en tant que personne, indépendamment de notre poids, on devrait être le décideur de notre vie. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire pour notre santé physique, psychologique et fonctionnelle. Et personne ne devrait nous obliger, nous faire ressentir une pression excessive. Par contre, je crois aussi en la décision libre et éclairée. Et éclairer cette partie-là de savoir justement quels sont les risques si je ne modifie pas mes habitudes à l'heure actuelle. Parce que c'est tout à fait possible que si on prend une photo, un portrait de la situation actuelle, une personne n'ait aucun problème de santé physique, psychologique, fonctionnelle. Je vous le dis, j'ai vraiment de la misère à croire qu'à partir d'un certain poids, il n'y a pas certaines limitations. Mais encore là, je suis consciente que c'est ma perception. Mais qui est quand même basée sur beaucoup de récits que j'entends en clinique. Donc, j'ai de la misère à croire qu'à partir d'un certain poids, puis là, j'essaie de ne pas me mettre les pieds dans la bouche parce que je veux absolument que personne ne se sente jugé dans mon discours. Je ne veux pas non plus dénigrer certaines personnes qui sont peut-être bien et good, vous êtes bien, restez bien. Je ne veux pas vous faire changer d'idée sur votre bien-être, mais au-delà justement de la santé physique, est-ce qu'on veut nécessairement attendre qu'éventuellement il y ait des problèmes de santé qui apparaissent avant de commencer à prendre soin de soi? Puis c'est là justement que prendre soin de soi, ça se décline en mille et une façons. Donc oui, de faire de meilleurs choix alimentaires. Puis des meilleurs choix alimentaires, parfois, c'est de manger du chocolat puis de la crème glacée, là. Hein, il y en a beau, pour celles que j'ai le plaisir là, de suivre, que ce soit. Puis je pense, j'ai vu tantôt la question, là, oui, à la clinique Nutri-Sans Chichi, on fait de la consultation en vidéoconférence. Donc, oui, il y a moi, parce que je suis un peu plus présente peut-être là, sur la page de chirurgie bariatrique, mais j'ai d'autres merveilleuses collègues qui sont dans l'équipe, au fond. Donc, Geneviève, Laurence, Stéphanie, l'autre Geneviève, donc en tout cas, il y a Bergie et, bref, Émilie, Mélissa qui est notre agente administrative. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que oui, on fait de la visioconférence, mais des fois, le devoir, c'est je t'oblige pratiquement à aller manger une crème glacée parce que là, on est dans de trop grandes restrictions. Ou tout ça pour dire, j'ai le goût en partie. Puis là, je reviens à pourquoi finalement je me suis lancée dans cette grande discussion-là dans ma cour avec vous. J'ai le goût d'être un peu votre porte-parole, là, sans vouloir m'auto-donner un mandat, mais dans le cadre là, des rencontres, là, des partages que j'ai avec différents collègues, avec différents participants via la coalition poids, j'ai le goût quand même de transmettre le message qui est le vôtre aussi. Donc, à savoir, est-ce qu'on doit parler du poids dans les messages, dans les discours populationnels? Est-ce que c'est vrai que c'est facile d'avoir du support lorsqu'on veut perdre du poids? Est-ce que c'est clair pour vous, la relation entre santé et poids? Parce que pendant un long moment, les messages, puis comme n'importe quel message, hein, il y a mille et une façons de mal se comprendre. Il semblait y avoir une association directe entre si on est en obésité, on souffre nécessairement là, de maladies, là, toute la patente, là, toute la longue liste, puis là, la longue liste de médications. Non, mais à partir d'un certain poids, et tout dépendant comment ça impacte, où est-ce que le poids est localisé, on sait très bien que la morphologie a un impact, la proportion de masse adipeuse, donc le gras versus le muscle, donc la masse adipeuse versus la masse musculaire, on sait que ça va influencer, mais au-delà de ça, est-ce que c'est vrai
que les Québécois, parce qu'on va se concentrer au Québec, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui nous suivent là, plus loin que ces belles frontières-là, puis vous êtes invités à partager votre expérience. Faites juste nous le dire si vous écrivez là, d'un autre pays. Je pense que j'avais quelqu'un de France tantôt, un petit peu plus tôt, j'ai cru voir ce mot-là, se promener là, dans les commentaires plus bas. Est-ce que c'est vrai que le support est réellement là quand on veut perdre du poids? Parce qu'on en parle beaucoup, là, perdre du poids, OK, mais comment on fait ça de façon saine? Est-ce que c'est vrai qu'on a accès facilement? Ouais, je le vois pas de même. Puis c'est moi qui se trompe. C'est vous qui l'avez vécu, là. C'est vous qui avez eu cette discussion-là, probablement, si vous nous suivez sur la page de chirurgie bariatrique avec votre médecin sur, bon, mon poids, il me dérange. Qu'est-ce qui est proposé? Est-ce que c'est suffisant pour vous à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a de l'amélioration à faire? Pour faire partie de ces groupes de discussion... OK. Bref, je vais vraiment tout lire après, sinon je vais me perdre aussi, là. Mais Lou, j'ai hâte de te lire, là. Je veux juste être certaine que... Bon, c'est sûr que, comme je vous dis, quand je suis dans ces groupes de discussion-là, c'est sûr que je porte mon chapeau de nutritionniste, de clinicienne en chirurgie bariatrique, puis plusieurs qui me connaissent le savent. Des fois, j'ai tendance à me... Oui, je suis nutritionniste, mais des fois, j'aime bien dire que je porte le chapeau d'éducatrice en chirurgie bariatrique parce que j'aime aller peut-être un peu plus large que la nutrition pure à 100%, comme on dit. J'aime ça voir peut-être un peu plus la trajectoire, le parcours, tout ce qui englobe aussi le bien-être. Parce que vouloir prendre soin de soi, c'est aussi un bon geste pour la santé. Donc, une forme d'acceptation n'est pas de dire « voici la situation, ça ne bougera pas, puis point barre », mais s'accepter et justement décider de prendre soin de soi, même si ça n'a pas d'impact sur le chiffre, sa balance, ben c'est gagnant. Parce qu'on juste le fait de vouloir prendre soin de soi, ça va nous aider à finalement à améliorer nos habitudes de vie. Donc, j'ai bien hâte de vous lire. Donc, laissez les commentaires dans le bas. Et comme je vous le disais, je vais continuer de porter mon chapeau de nutritionniste clinicienne, mais j'essaierai de partager un petit peu votre point de vue dans les groupes d'échange. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et là, j'entends des petits pas. Bonne journée!